Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le Burkina peaufine dans les plus petits détails. La conférence des bailleurs de fonds sur le PNDS est prévue mercredi et jeudi à Paris. Le Premier ministre Paul Kaba Thieba estime que la rencontre devrait mobiliser au bas mot 6 000 milliards de francs CFA. L'Italie s'est réveillée ce matin sans chef du Conseil après la démission de Matteo Renzi qui a perdu hier son pari. Le référendum sur les réformes politiques et institutionnelles a vu une nette victoire du non. Jour J-2, la conférence des bailleurs de fonds sur le financement du plan national de développement économique et social PNDS s'ouvre mercredi à Paris. Les préparatifs de cet important rendez-vous se poursuivent par le Premier ministre et les membres du gouvernement déjà présents dans la capitale française. Paul Kaba Thieba estime que cette conférence est porteuse d'espoir car le Burkina attend des bailleurs de fonds des promesses de l'ordre de 6 000 milliards de francs CFA pour le compte du budget du PNDS qui se chiffre, il faut le rappeler, à 15 000 milliards de francs CFA. Reportage de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo, Moumouni Soubega. C'est une délégation gouvernementale forte de 11 membres qui foule le sol français ce 4 décembre pour la conférence sur le financement du PNDS. À l'aéroport de Paris, le Bourget, la délégation est accueillie par l'ambassadeur du Burkina à Paris. Dans la soirée, tous se retrouvent autour du Premier ministre pour faire le point des préparatifs. Selon Paul Kaba Thieba, tout se passe bien pour l'instant et l'on croise le doigt. Tout semble indiquer que la conférence sera un grand succès pour le Burkina Faso. Nous croisons les doigts, mais nous continuons donc à peaufiner notre organisation, à essayer donc de faire des derniers réglages avant le début de la conférence proprement dite. Et tout semble indiquer que nous aurons de bons résultats. Relancer l'économie nationale, promouvoir une gouvernance vertueuse pour la période 2016-2020, c'est l'objectif que le Burkina vise à travers le PNDS. L'enjeu de cette conférence qui se tiendra ici à Paris du 7 au 8 décembre, c'est de mobiliser environ 6 000 milliards de francs CFA. Des acteurs publics et institutionnels et du privé, ainsi que des investisseurs sont attendus à cette conférence. Déjà, des partenaires bilatéraux et des investisseurs comme les États-Unis, la France, le Luxembourg, la Banque mondiale, la BAD et la BID se sont annoncés pour accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de ce plan qui coûtera plus de 15 000 milliards de francs CFA. La Semaine nationale de la citoyenneté a permis de mener des réflexions sur les droits et devoirs du citoyen burkinabé. La CENAC a été marquée jeudi dernier par une journée nationale de réflexion sur la promotion des droits humains et du civisme et de la citoyenneté responsable. Le public cible était les élus locaux et les conseils régionaux qui devront aller à leur tour promouvoir dans leur environnement respectif le civisme et les droits humains. Ismaël Duloma Sirima. Une sensibilisation à l'endroit des élus locaux sur les questions des droits humains, du civisme et de la bonne gouvernance. C'est aussi une journée de réflexion qui s'inscrit dans un contexte où l'incivisme prend de l'ampleur au Burkina Faso. Ces échanges vont permettre d'outiller les exécutifs locaux à mieux intégrer dans leur mandat les questions des droits humains et du civisme. Si nous voulons que le développement se fasse de façon durable, il est important que les droits humains, le civisme, la citoyenneté constituent des préalables. Il est important que chaque citoyen prenne la juste mesure de sa responsabilité, c'est-à-dire de ses droits, mais surtout de ses devoirs. Cette journée de réflexion a été marquée par des communications autour des thèmes des droits humains, du civisme et de la citoyenneté. C'est les élus locaux qui sont les porte-voix de la population qui, à leur retour, vont véhiculer le même message à la population. 36 élus locaux et 24 conseillers régionaux ont été formés à cette occasion. Au sortir de ces travaux, ils espèrent venir à bout de l'incivisme au Burkina Faso. Le Centre Nord accueille cette année les festivités du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance. 3 provinces composent cette région, le BAM, le Namentenga et le Sanmatenga.
Le lac Bam, retenu d'eau de la région, a donné son nom à la province du Bam. Le lac permet de mener des activités agricoles, mais aussi piscicoles, comme dans le village de Zimtenga, qui porte bien son nom. Dans cette localité située à 25 km de Kongoussi, les habitants s'adonnent à la pêche, même si le poisson se fait de plus en plus rare. Le témoignage de Kuala Nebié et de Yolande Lompo. L'amour pour ce métier, il l'a dans les veines depuis sa tendre enfance. À l'époque, il maniait déjà avec dextérité la canne à pêche et depuis 12 ans, Sibila Nassa en fait son gagne-pain. Dès les premières heures de la matinée, il ramène le produit de sa pêche. Mon chiffre d'affaires varie. Il y a des jours où la pêche est infructueuse et je rentre avec 2000 francs seulement en poche. Présentement, j'ai développé un partenariat avec une vieille dame. Et lorsque je ramène du poisson en grande quantité, elle passe prendre. Les eaux du lac sont en majorité peuplées de tilapia, de silure et de sardines. Et à quelques pas de là, Awa sert d'intermédiaire entre les pêcheurs et les vendeuses une fois le poisson retiré de l'eau. Dans sa cour, elle conditionne le poisson en attendant d'éventuels acheteurs. Et c'est ainsi depuis plus de 20 ans. Les moyens me font défaut pour agrandir mon entreprise. Je me ravitaille auprès des pêcheurs. Ma clientèle est surtout féminine. Elles viennent de plusieurs localités et je vends par tas car je ne dispose pas de balance. Seulement avec l'envasement et l'ensablement du lac, ce dernier a perdu un peu de ses poissons. La quantité de poissons pêchés dans ce lac ne permet pas de couvrir les besoins des populations. Les espèces comme les tilapias et les nutica ne résistent pas dans les eaux boueuses parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour qu'ils puissent survivre. Si on fait la moyenne des 5 années, de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, on a une production moyenne de 254,25 tonnes de poissons. Si vous voyez ce qu'on pêche, c'est vraiment des petits poissons. Les poissons n'ont plus le temps de se reproduire parce que l'activité est très intense sur le lac. Donc les quantités qui sortent ne suffisent pas pour la population du BAM. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'exportation comme ça de poissons vers Ouagadougou ou bien. Au contraire, on fait venir du poisson vers d'autres provinces. Ce qui est produit naturellement ici, c'est vraiment la meilleure qualité. Attention! Les poissons pêchés sur place au Burkina sont certes sans danger, mais les spécialistes recommandent de ne pas manger le silure fraîchement pêché, car il contiendrait, selon eux, des résidus de métaux lourds. À quelques kilomètres de là, à Kaya, s'est tenue une rencontre des acteurs du projet d'action de lutte contre la désertification. Il s'agit du projet de l'amélioration de la résilience face au changement climatique. La formation devait permettre aux acteurs du projet d'échanger sur les moyens d'analyser et de développer les marchés. Mounira Kiri. C'est la fin de 3 jours de réflexion pour le développement des marchés des produits forestiers non lieux. La FAO espère réduire la pauvreté et éliminer la faim dans la sous-région à travers la vulgarisation des produits forestiers non lieux. Alors, les responsables du projet Action contre la désertification analysent le marché pour mieux accompagner les communautés. Le projet ACD va développer les filières à travers les produits forestiers non ligneux. On travaille dans les mêmes thématiques, dans les mêmes zones et on essaye de transformer ces entrepreneurs au niveau local. Et à travers cette formation, nous facilite le travail. Le projet Action contre la désertification travaille déjà sur le terrain avec les communautés dans ce sens. Il s'agit donc pour les participants de renforcer leurs capacités afin de pérenniser les résultats atteints. Pour cela, chaque pays a eu l'occasion de partager son expérience dans la valorisation de PFNL. Nous avons un volet de récupération et de valorisation des terres dégradées qui passe donc par des travaux de labour à la charrue Delfino.
Ça passe également par les travaux de défense et restauration des sols, et également donc des activités de bonnes pratiques de gestion durable des terres. Nous avons ensuite un autre volet qui est la valorisation donc, de toutes les ressources afin donc, que ce soit des supports aux activités génératives de revenus. Et c'est ainsi qu'en la matière, nous avons donc intégré les produits forestiers non ligneux. Ce sont des participants aguerris en matière de promotion de produits forestiers non ligneux qui rejoignent leurs pays respectifs pour poursuivre la lutte contre la faim et la désertification. Le Festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression Ciné Droit Libre, 12e édition, aura lieu à partir de dimanche prochain à Ouagadougou. L'édition de cette année a pour thème le droit de vivre, luttons contre l'extrémisme violent. Les organisateurs de la manifestation ont justifié ce thème et évoqué le déroulement du Ciné Droit Libre 2016 au cours d'une conférence de presse. Kosoun Koulibaly, Sanoa Christine Koulibaly. Le droit de vivre, luttons contre l'extrémisme violent, c'est sur ce thème que se tient la 12e édition du Festival Ciné Droit Libre 2016. Pour les organisateurs, le thème se justifie par le contexte mondial émaillé par des attaques terroristes et le grand banditisme. La question de l'extrémisme violent est partagée en Afrique de l'Ouest. C'est une question qui concerne tout le monde. Tout le monde est menacé. Et pour nous, Ciné Droit Libre est une plateforme, un espace qu'on peut exploiter pour sensibiliser sur l'extrémisme violent. C'est dans cet esprit que des producteurs burkinabés se sont mobilisés pour une révolution africaine. Point de départ de la réalisation d'un film documentaire intitulé Espoir démographie. Un film qui relate ici l'histoire du Burkina Faso au cœur du jeu démocratique. Il fait revivre une campagne électorale qui est censée remettre le pays sur les rails de la véritable démocratie. Donc la même motivation qui nous a amené à faire ce film sur l'assassinat d'un journaliste qui a catalysé tout le Burkina Faso et même l'Afrique. Donc un phénomène très important. Et c'est cette même motivation qui nous a guidés aujourd'hui à faire ce film sur les premières élections libres et transparentes du Burkina Faso. Ce festival regroupera des invités internationaux et des ambassadeurs de la paix. Cette année, le festival sera aussi marqué par un écran noir et un silence radio dans des médias en hommage à Norbert Zongo. Les hommages à Fidel Castro, El Comandante, se sont poursuivis hier au Burkina au moment où ses cendres étaient portées en terre à Santiago de Cuba. Le PDS METBA a organisé un cours d'histoire, des projections de films et une exposition photo pour retracer la vie du célèbre révolutionnaire. Pour le Parti démocratique socialiste METBA, l'idéal prôné par Castro mérite de faire école, d'où l'hommage rendu au leader Maximo. Bilidou Bazongo, Zalissa Sanfo, reportage. C'est un hommage rendu ici à Fidel Castro par le parti PDS METBA, les anciens élèves de Cuba et aussi les amis. Et pour convaincre l'Assemblée que l'idéologie prônée par le leader Maximo mérite bien tout attachement, le président du PDS METBA a livré ici des heures durant un cours d'histoire sur l'homme, ce qu'il a été et surtout son idéal politique. Un idéal que le PDS METBA dit partager et s'engage à promouvoir. Fidel Castro repose désormais à Santiago, à la terre qu'il a vu naître. Et pour la représentation cubaine au Burkina Faso, Castro mérite bien cet ultime hommage du PDS METBA. Car l'homme est et restera à travers l'héritage qu'il a légué à Cuba, mais aussi au monde entier. Fidel a consacré toute sa vie à la solidarité et a pris la tête d'une révolution socialiste ensemble, par l'ensemble et pour l'ensemble, devenu un symbole de la lutte anticolonialiste, anti-apartheid, un symbole de la lutte anti-impérialiste pour l'émancipation et la dignité des peuples. Nous sommes Fidel Castro. Nous sommes fidèles! Nous sommes fidèles! Pour Anna Maria, le défi sera désormais de pérenniser cet héritage. Et tous ici se sont engagés à le poursuivre.
Les Cubains ont accompagné hier le leader révolutionnaire à sa dernière demeure à Santiago de Cuba, où il repose désormais aux côtés du non moins célèbre José Martí, celui-là même qui lutta contre les Espagnols. Fidel Castro, décédé le 25 novembre dernier à l'âge de 90 ans, a dirigé l'île pendant 4 décennies et malgré tout, il n'a pas souhaité qu'après sa mort, un culte de la personnalité lui soit rendu. Les cendres de Fidel Castro ont été inhumées ce dimanche au cimetière de Santa Ifigenia à Santiago de Cuba. Son frère Raúl a déposé l'urne dans ce qui sera la dernière demeure du leader marxiste, aux côtés de José Martí, un héros de la guerre d'indépendance contre l'Espagne au XIXe siècle, que Castro a toujours admiré. La tombe de Fidel ressemble à un grain de maïs. Je suis heureuse de ce qu'ils ont accompli pour lui parce qu'il le mérite. Cette tombe est très bien et elle est située juste à côté de celle d'un grand homme, José Martí. C'est quelque chose qui nous honore, nous et nos amis du monde entier qui viennent visiter cet endroit. Fidel Castro est décédé vendredi 25 novembre à l'âge de 90 ans. Des centaines de milliers de Cubains lui ont rendu hommage toute la semaine au passage du convoi funéraire qui a traversé l'île, parcourant 950 km depuis la capitale, La Havane, jusqu'à Santiago de Cuba. Un itinéraire retraçant à l'inverse la route de Castro vers le pouvoir à La Havane, où il a lancé sa révolution il y a plus d'un demi-siècle. L'année qui s'achève aura été riche en surprises électorales. La dernière en date, celle qui a balayé le Premier ministre italien Matteo Renzi. Le chef du Conseil italien a démissionné comme prévu après avoir perdu le référendum organisé hier pour engager des réformes institutionnelles en Italie. Une démission qui ouvre la voie à de nombreuses incertitudes. Matteo Renzi jette l'éponge. Le chef du gouvernement italien a annoncé sa démission après la publication des premiers résultats du référendum sur son projet de réforme constitutionnelle. Un projet rejeté hier par près de 60% des électeurs, un camouflet pour le président du Conseil italien, d'autant plus que le taux de participation a dépassé les 57%. L'expérience de mon gouvernement s'achève ici, dit-il. Je crois que pour changer ce système politique, dans lequel les dirigeants, toujours les mêmes, tournent sur différents postes sans changer le pays, on ne peut pas faire semblant, une fois de plus, que rien n'a changé. Les dirigeants ne changent pas leurs habitudes et ne quittent jamais leur siège. Je voulais supprimer des sièges en trop, je n'ai pas réussi et donc le siège qui saute, c'est le mien. La poltrona che salta è la mia. De la droite classique aux populistes, en passant par tous les extrêmes et même des frondeurs du Parti démocrate de Matteo Renzi, nombreux sont ceux qui ont fait campagne pour le non à cette réforme. Matteo Renzi voulait réduire les pouvoirs du Sénat et limiter les attributions des régions. La présidentielle en Gambie, marquée aussi par une surprise de taille, la défaite de Yaya Jammeh est abondamment commentée par les journaux de ce lundi. Les quotidiens s'intéressent aussi au bilan de l'an 1 du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. La revue de presse est signée Vincent Ndrebego. Premier anniversaire de la gouvernance de Roch Marc Christian Kaboré, le MPP et ses alliés dressent un bilan satisfaisant, titre citoyen dans sa parution du jour. Et le journal de reprendre la longue liste d'actions présentées par la majorité présidentielle pour défendre ce bilan. L'observateur Palga, pour sa part, souligne les grèves à répétition que le pouvoir présente comme faisant partie d'un héritage chaotique qui marque une difficile reprise de l'économie. Avec grève plus grève, on aboutit à la grève générale et à la tambouille, propos de Salifou Diallo rapporté par l'Obs. Le pays, quant à lui, se focalise sur l'affaire des tablettes de Huawei, soulevée lors de cette conférence bilan. Roch Marc pouvait-il faire mieux, s'interroge l'Express du Faso. Pas si sûr selon le journal, car il a pris le Burkina dans un état assez délabré. La présidentielle en Gambie occupe également les colonnes des quotidiens. Surprise, selon l'éditorialiste de Sidoya, qui l'eût cru? Le tout-puissant président de la Gambie est tombé, un président qui était à 200% sûr d'exercer un 5e mandat. On doit néanmoins lui reconnaître l'élégance politique dont il a fait montre à l'annonce des résultats, ajoute l'éditorialiste, et reconnaître une défaite sans trop tergiverser. Place maintenant à la délicate opération de déminage, ajoute l'observateur Palga,
qui relève cependant que Yaya Jammeh ne manque pas de cadavres dans ses placards. Cadavres dont les fantômes pourraient se mettre à ses trousses, à moins qu'on veuille, comme c'est le cas le plus souvent, sacrifier la justice sur l'autel de la paix sociale. Et ça tombe bien, selon Aujourd'hui au Faso, puisque c'est son ex-ministre de la Justice, Fatou Bensouda, qui est à la tête de la CPI, et pour peu qu'elle applique le devoir d'ingratitude. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTB.